Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du bien vivre et du bien vieillir. Aujourd'hui, je reçois Christelle Goret. Bonjour. Je suis très content de passer un peu de temps avec vous aujourd'hui et d'échanger autour de ce que vous faites, notamment du SIAPA, on en parlera. Comme vous le savez, par mon activité de coaching, je souhaite mettre en avant des personnes passionnées et passionnantes qui gravitent de près ou de loin avec l'univers des seniors ou des personnes qui prennent de l'âge, parce que finalement, nous sommes tous concernés par la vieillesse. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et m'expliquer ce qu'est le SIAPA, justement? Oui, alors personnellement, qui je suis? Donc, je suis aujourd'hui la directrice du SIAPA, qui est le comité départemental d'intervention et d'animation pour l'autonomie. Alors moi j'ai un parcours complètement atypique puisque depuis l'âge de mes 8 ans je voulais devenir soignante. Effectivement j'ai accédé à la formation d'infirmière et au bout d'une année j'ai arrêté cette action de formation pour des accords sur ce que je pouvais observer de l'accompagnement de fin de vie, du manque de moyens de professionnels, des choses comme ça. Ça a été assez douloureux, plutôt vécu à l'âge de 18 ans comme un échec d'études, mais avec un effet rebond très rapide puisque je suis repartie un an après pour rester toujours sur l'humain et j'ai entamé un diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale. Donc plutôt le volet social, en ayant au préalable connu beaucoup et de très près, à la fois à titre personnel et dans cette volonté de formation, le côté sanitaire. Ce qui m'amène beaucoup à travailler sur ce sujet qui m'affectionne particulièrement, de décloisonner ces deux champs d'activité qui ont tout à gagner à se rapprocher. Voilà, et chemin faisant, on parle de transmission, de personnes âgées. J'ai fait également, en cours de route, une licence professionnelle en intervention sociale, métier de la formation des jeunes et des adultes, sur une question de l'alternance. Donc voilà, décloisonnement, alternance, voilà, c'est des choses très rythmées qui m'ont conduit par la suite, après avoir eu des expériences professionnelles diverses, notamment autour du handicap, de prendre la coordination et la direction du SIAPA. Voilà. Et du coup, en un mot, le SIAPA, quel est son rôle? Quelle est sa structure, ses missions? Alors le SIAPA, c'est une histoire déjà de 42 ans. Donc, moi, ça fait 7 ans que j'ai la chance d'être là et de la mener sur un bout de chemin puisque finalement, je fais de la rénovation, je prends de l'existant et j'amène ce que je peux amener en termes de nouveautés, de regard, à la fois en interne, en management, en projet, en écosystème humain. Et essayer d'en faire une valeur humaine ajoutée aux dispositifs qui existent et qui œuvrent à destination des personnes âgées et ou en situation de handicap et des aidants. Donc le SIAPA, c'est un acteur indépendant, puisque c'est une structure à statut associatif loi 1901, reconnue d'intérêt général, très en lien avec les politiques sociales et publiques portées par le conseil départemental et autres acteurs comme l'agence régionale de santé. Il a pour vocation du coup de travailler sur ces politiques sociales du vieillissement et du handicap. Comment ça s'organise? Nous avons en interne 3 pôles d'activité, un pôle dit de coopération, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intelligences collectives, mais ce qu'on sait faire depuis longtemps, c'est-à-dire faire se rencontrer des gens, travailler ensemble autour de sujets, soutenir d'un point de vue logistique certaines structures ou professionnels qui travaillent sur ces sujets-là, en leur prêtant nos locaux, en mettant à disposition certaines choses, allant jusqu'à des coordinations administratives pour des organisations, qu'elles soient associatives ou de collectifs professionnels. Ensuite, nous sommes sur des actions de prévention à destination du public senior, du public en situation de handicap. Alors, en perte de handicap par l'âge, puisque c'est aussi quand même quelque chose qui est très fort au SIAPA, c'est la question de la vieillesse, et des aidants familiaux. Alors, comment ça se traduit? Nous avons des actions de prévention, comme beaucoup d'autres acteurs et partenaires, que l'on co-construit ou que l'on propose avec tous les partenaires du territoire du 64, puisque le SIAPA a une vocation départementale, mais c'est surtout de permettre d'avoir, une petite dynamo de territoire pour essayer de le mailler au plus près et de redistribuer les cartes vers les acteurs qui, eux, vont avoir un accompagnement au long cours et vont proposer des solutions d'accompagnement
plus individualisé. Voilà, on n'est qu'un maillon de la chaîne. Donc toutes ces actions de prévention sont collectives et itinérantes. D'accord. Nous avons la semaine des aidants qui se déroule actuellement sur cette période d'octobre. Là aussi, on voit bien un principe de fédération. J'ose toujours dire que j'aime bien faire des mariages parce que dans les rencontres partenariales, se faire rapprocher les gens, les professionnels aussi qui travaillent sur les mêmes sujets, c'est un point d'entrée extrêmement important. On ne peut pas travailler pour les autres si on n'a pas la connaissance nous-mêmes de qui on est. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et qui concourt à ce fameux décloisonnement dont je parlais tout à l'heure. Semaine des aidants qui a pour objectif de permettre à des aidants qui s'ignorent, qui ont un rôle prépondérant auprès d'un proche, qu'ils sont aussi entendus et qui peuvent être soutenus et peuvent avoir aussi un droit au répit, un droit à s'occuper d'eux, même s'ils s'occupent d'un tiers. Donc voilà, cette vocation, elle est aussi itinérante. Chaque année, on est sur 5 lieux, 5 territoires différents, de façon à être au plus près des populations. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, vous parlez des aidants actuellement, de reconnaître, d'être aidant, c'est déjà de prendre conscience aussi qu'on aide par exemple un proche, un père, une mère ou des grands-parents, et qu'il est crucial même pour son bien-être aussi personnel, de se faire accompagner, d'être aidé, d'être soutenu. Parce que parfois il arrive que les aidants soient aussi en souffrance émotionnelle ou souffrance psychologique. Et c'est important aussi de détecter et de se faire aider à ce moment-là, non? Tout à fait. On est sur une situation assez critique puisque sur des publics plus âgés, les aidants aujourd'hui décèdent avant l'aider. Ce qui est quand même pas rien et ce qui est très significatif. Il y a aussi des aidants d'enfants en situation de handicap. Alors on pourrait croire que c'est le rôle de tout parent, mais ça va bien au-delà quand on devient le soignant de son enfant, avec forcément des pathologies qui peuvent évoluer, des situations de handicap qui peuvent évoluer. Ça aussi c'est un profil d'aidant spécifique et qui se marque au long cours et dont les stigmates psychologiques peuvent être lourdes de sens parce qu'on décroche d'un milieu professionnel et un jour où une maman vient à devoir institutionnaliser un enfant ou perd un enfant même à 18 ou 20 ans, c'est quand même tout un monde qui s'écroule et professionnellement il y a aussi une identité à chercher. Donc c'est important et cette année le thème c'était la santé, prenez soin de vous, on prend soin de son aidé mais on prend soin aussi de soi si on veut pouvoir bien aider un proche. Et donc moi j'ai tendance à dire que plus on peut être en conscience qu'on a un rôle d'aidant sans porter le carcan, il faut très rapidement, par petites touches, je dirais à dose homéopathique, commencer à intégrer des tiers extérieurs qui à un moment donné pourront être des points de soutien, des points de relais pour justement ne pas se confondre dans ces multi-rôles quand on est l'épouse d'eux et qu'on est l'aidante ou qu'on est l'époux et qu'on devient le soignant de sa femme, c'est pas quelque chose de naturel que d'être dans ces activités-là. Donc ça peut générer beaucoup de difficultés. L'idée d'un tiers extérieur, qui soit seul ou à plusieurs, c'est hyper important de le mettre en place le plus prématurément possible. Et que proposez-vous concrètement, par exemple, aux personnes âgées? Déjà, quelles sont-elles? Est-ce qu'on parle de seniors indépendants, autonomes, ou alors justement des personnes en situation de dépendance ou même médicale, sociale? Quel est le profil éventuellement type? Et qu'est-ce que vous proposez concrètement sur le terrain ou à domicile avec vos équipes? Alors, sur le public directement, on est vraiment sur des actions de prévention. Et je dirais que s'il y a un fil rouge au SIAPA, c'est bien la notion de prévention un petit peu à tous les étages. C'est vrai qu'on est toujours dans l'anticipation, dans l'idée d'être force de proposition avec les acteurs de projet pour, vous le disiez tout à l'heure, bien vieillir. Alors ce mot est passé un peu dans le jargon un peu à toutes les sauces, mais si les sauces sont bonnes, pourquoi pas, ce fameux mieux vieillir. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut rendre ce pouvoir d'agir aux gens, de pouvoir prendre soin d'eux, de leur santé et éviter cette perte d'autonomie le plus
prématurément possible. Donc on a des actions plutôt de prévention à destination des publics. Pour l'autre versant dont vous parlez, on est plutôt sur des actions partenariales, c'est-à-dire comment avec des EHPAD, des services d'aide à domicile, on peut construire des projets donc sur un plan un peu plus macro, mais dont le retentissement est forcément la personne derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Donc on a d'autres types d'actions qui peuvent être proposées allant jusqu'à travailler sur les professionnels et sur les métiers de l'accompagnement et du soin auprès des publics en perte d'autonomie, qu'ils soient à domicile ou en institution, dans des EHPAD et des choses comme ça. Et il me semble d'ailleurs que vous proposez aussi des conférences, des ateliers, des groupes de parole, alors pour les familles, mais aussi pour les seniors eux-mêmes, non, sur le terrain. Alors, on a des actions... À titre préventif toujours ou informatif? À titre préventif, on fait effectivement des mini-conférences débats sur des thèmes qui sont au cœur des préoccupations des publics. Toujours co-construit avec des partenaires, toujours en coordination avec un territoire. Ça, c'est extrêmement fort et important parce que, je vous disais, cette notion de relayage. La force du territoire, du local. La force du territoire, du local, du réseau. De l'expérience et de l'expertise aussi. On n'a pas pour vocation de tout savoir. Donc, on peut avoir des mini-conférences sur transmission, gestion du patrimoine, qu'on peut faire avec un acteur comme le CDAD du 64, avec un notaire. Voilà. On va chercher à essayer de proposer ce type d'action. On peut avoir aussi une action qui est très forte au SIAPA, c'est une action de répit pour les aidants et les aidés. Donc c'est des couples aidants aidés qui viennent faire un temps de sophrologie, donc découvrir ce que c'est que la sophrologie comme un outil ressource pour soi en tant qu'aidant, en tant qu'aidé, seul mais ensemble. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres couples aidants aidés et d'échanger et d'avoir du lien et de se dire que finalement la situation d'aidance, on n'est pas forcément isolé. Donc c'est la politique des petits pas. Voilà, donc on est là-dessus et bon, on a beaucoup d'autres actions, la fracture numérique, etc., que d'autres partenaires font aussi très bien. Mais comme je le disais en préambule, c'est toujours d'essayer de redistribuer les cartes après pour que les gens qui ont vécu cette action en collectif retrouvent en proximité quelque chose qui leur ressemble. Et justement, vous parliez de petits pas. On entend souvent dans les médias ou au sein de la société le mot inclusion, justement. Qu'en est-il selon vous de l'inclusion justement des personnes âgées, des personnes qui vieillissent dans notre société? Quel est votre point de vue là-dessus? Pour moi, il va être très tranché. Il est du même acabit que l'inclusion scolaire. C'est très idéalisé. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et je ne les néglige pas, mais on est très loin du compte. Je pense que cette notion d'inclusion, certes, elle passe par des dispositifs de la réglementation, des choses comme ça. C'est un soutien, c'est une base, mais je pense que c'est plutôt d'abord un état d'esprit. Et je pense que là, d'un point de vue sociétal, il faut vraiment qu'on revienne sur des choses un petit peu basiques, simples, qui peuvent être des notions de famille, de bienveillance, d'altruisme, de tolérance. Et ça, d'habitat partagé ou commun. De ces fameux habitats inclusifs qui ont toute légitimité à pouvoir s'essayer, mais il faut aussi anticiper un changement de société sur les 20-30 prochaines années. Donc ça, ce sont des sujets assez état d'esprit, hein. Je pense que c'est plus un état d'esprit, un état d'être, oui. Si chacun déjà, dans son petit quotidien, était dans cette notion d'inclusion de l'autre, en pensant à l'autre, en quelque part, égoïstement, on pense à soi, je pense que déjà, ça serait énorme. Et justement, finalement, en parlant que ça soit des aidés ou des aidants, il y a beaucoup de souffrance quand même psychologique ou de détresse émotionnelle, d'ailleurs des deux côtés, voire même aussi des professionnels parfois qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Est-ce que vous pensez justement que l'accompagnement psychologique et émotionnel est important pour tout le monde finalement, d'être soutenu et d'être accompagné, de faire appel, je crois que vous disiez une tierce partie, on va dire. Oui. C'est important ça. Oui. Alors c'est vrai que les professionnels, on n'en a pas parlé jusqu'alors, mais on a un gros travail aussi à pas les concernant, puisqu'on a un organisme de formation pour la question de la montée en compétences. Et c'est des choses dont les professionnels font souvent état. C'est que sans ces espaces de formation, ce qu'ils viennent chercher, outre la ressource, la technique, le partage, c'est aussi des espaces de respiration pour pouvoir parler d'eux aussi en tant que professionnels, en parlant forcément de la souffrance ou du besoin des personnes qu'ils accompagnent et des familles.
Donc la question de l'émotion, pour moi, elle est fondamentale. Elle est beaucoup refoulée et niée dans ce monde actuel. On est en état d'émotion. Ça serait dommage de s'en priver, c'est ce qui fait notre humanité. Mais c'est vrai qu'il y a un voile un peu ombrageux qu'il faudrait essayer de lever, et déjà ce serait une grande réussite. C'est vrai qu'en plus c'est pas forcément tout le temps évident d'aller voir un psychologue par exemple, ou un médecin, ou même un psychanalyste, même aussi, ça peut arriver. C'est pas tout le temps évident, faut pas hésiter non plus à le faire. Ou justement, même voir un coach justement pour se faire accompagner, soutenir, aider, un peu guider aussi pendant quelques séances, assez utile justement pour tout le monde. Oui. Alors moi je dirais juste un mot là-dessus, c'est que à travers le SIAPA, quand on fait des propositions, l'idée c'est de montrer la palette de couleurs. Je pense qu'il faut faire prendre conscience à chacun qu'on est singulier, qu'on a tous une histoire individuelle, qu'on en est plus ou moins avancé sur le chemin et le parcours. Les difficultés malheureusement sont souvent là pour être source d'expérience. Alors soit on fait le choix de le vivre avec de la souffrance, soit on se met en route pour essayer de solutionner la question. Mais ça c'est un travail de toute une vie. Et sur ces publics seniors, nous notre objectif c'est quand même de proposer l'existant. Si quelqu'un a besoin d'un psychologue un temps, tant mieux. Si c'est du collectif, tant mieux. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à panacher, à voir ce qui est bon à un moment donné, ce qui ne l'est plus, pour pouvoir s'accompagner soi-même. Et je crois bien qu'il ne faut pas avoir à rougir de dire qu'on a besoin d'être accompagné. Pourquoi ? Parce que la vie est ainsi faite. Des fois on est devant, des fois on est à côté, des fois on est derrière. On a été parent, on a été un professionnel, on devient un aidant, on devient un senior qui a besoin. Voilà, c'est un positionnement tout le temps en mutation. Donc notre rôle, nous, on va dire d'accompagnant professionnel, dans un grand chapeau bien plus large, c'est ça aussi, c'est de valoriser que l'accompagnement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et justement, vous parliez de vieillesse. Moi, je dis souvent que le vieillissement, c'est pas seulement une question, un sujet qui concerne les personnes de 70 ans, 75 ans et plus. C'est-à-dire que ça concerne non seulement les personnes de 60 ans et plus, ça concerne aussi leurs enfants, voire leurs petits-enfants quelquefois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde sera un jour senior aussi. Donc la manière dont on traite nos aînés, finalement, c'est aussi la manière la manière dont on aimerait être traité aussi dans le futur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un rôle comme ça de miroir finalement, avec les personnes qui me prennent de l'âge, à les écouter, à communiquer avec eux, au fait aussi qu'ils communiquent avec nous finalement. C'est-à-dire que c'est un partage bilatéral finalement. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas rougir de vieillir. C'est sûr que plus on vieillit en meilleure santé, ça c'est sûr que c'est prépondérant. C'est la clé d'une vieillesse entre guillemets réussie. Santé physique et santé mentale avec et spirituelle. Voilà, exactement. Qu'elle soit physique, psychique, spirituelle. Parce que c'est un bon point aussi que vous soulevez, c'est qu'on parle souvent de santé médicale, physique, mais au final, l'accompagnement, bien-être, le fait d'être plus à l'aise, plus épanoui, plus serein ou plus heureux, compte indiscutablement justement quand on a aussi 60 ans, 65 ans ou 70 ans. Tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoins là-dessus et je pense vraiment que la vieillesse, tout comme la question de la mort, font la définition de la vie. Donc c'est des sujets qu'il ne faut pas qu'ils soient mis au placard ou sous le tas de poussière. Je pense qu'il faut qu'ils soient partie intégrante aussi d'un apprentissage. C'est un mot que j'aime bien décortiquer, un apprentissage. Les enfants sont des apprentis sages, en tout cas qu'on veut sages. Et puis quand on est devenu sage, il faut continuer à être des apprentis. Donc je pense qu'en vieillissant, il y a une espèce de va-et-vient qu'il faut qu'il se fasse entre les deux. Et pour moi, ce sont des sujets qui doivent faire partie des préoccupations dès le plus jeune âge, sans en faire un fardeau et quelque chose de pathos, quoi. On est d'accord, et c'est un très bon signal aussi de positivité d'une certaine manière. Et merci Christelle. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière peut-on prendre contact avec vous, justement, qu'on soit
seniors ou alors aidants ou famille justement, voilà, comment vous contacter voilà, concrètement? Alors il y a plusieurs moyens. Il y a venir au 100 avenue du Loup à Pau, Mhm. passer et nous on pourra toujours vous donner des informations, vous réorienter. Voilà, il y a le site internet effectivement qui permet d'avoir une petite idée de ce qu'on peut proposer, bien qu'il soit actuellement en mutation. On peut nous écrire par mail à siapa@siapa.fr, passer un coup de fil, voilà. Venir boire un café, on offrira toujours ça, puisqu'on a des seniors bénévoles sans qui il y a plein de choses qui ne se feraient pas. Donc on prend, on recrute aussi si besoin. Et puis tout acteur de la vie publique peut aussi être adhérent au SIAPA parce qu'il a envie à sa petite échelle de participer aussi à cet édifice autour du vieillissement et des professionnels qui accompagnent et de cet écosystème finalement qui est pour moi une valeur humaine ajoutée. Voilà, c'est ce à quoi on essaie de contribuer avec grande modestie. Du bien vivre et du bien vieillir. Exactement. Merci beaucoup Christelle Goré Merci à vous et à bientôt, passez une bonne journée. également. Au revoir. Au revoir.